fois, je pense quand même, un texte un peu en rupture avec ce qui s'est passé dans les PLFSS précédents. Il y a plusieurs choses qui le montrent, ne serait-ce que la création de la 5e branche fait quand même partie des choses qui sont particulièrement en rupture. Ceci étant, c'est un texte qui n'est pas toujours facile à comprendre. C'est un texte dont c'est vrai que sur le plan de l'esprit de la loi, en particulier, il est très marqué par la crise Covid, et on peut parfaitement l'imaginer. Et donc, on a besoin de vos explications. Et moi, ce que je vous propose, c'est que vous preniez la parole pendant un quart d'heure chacun, et puis qu'au bout de ce quart d'heure, ce qu'on fasse, c'est qu'on passe aux questions-réponses avec les différentes personnes présentes dans la salle. Honneur aux dames. Madame Vidal, je vous passe la parole tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour partager ce temps de réflexion autour de ce texte de loi emblématique des politiques sociales que nous souhaitons porter. Alors cette année, nous sommes face à un PLFSS très particulier parce que c'est à la fois un PLFSS de sortie de crise et c'est à la fois un PLFSS qui doit anticiper une nouvelle crise sanitaire, puisqu'aujourd'hui, force est de constater que la deuxième vague qu'on craignait tant, elle est en train d'arriver. Donc, nous sommes face à une dégradation des comptes sociaux considérable. C'est une dégradation à hauteur de un déficit à hauteur de 44,4 milliards cette année. Ce déficit, il s'explique d'une part par des pertes de recettes qui font suite aux mesures qui ont été prises pendant la crise sanitaire, et il fallait prendre ces mesures, mais nous avons donc sur la sécurité sociale une diminution des cotisations sociales par une diminution de l'activité, un report et parfois une annulation des exonérations de charges sociales et une baisse de la TVA qui viennent diminuer les recettes de la sécurité sociale. Et dans le même temps, nous avons une augmentation des dépenses considérable puisque sur l'objectif national des dépenses qui avait été prévu l'année dernière, nous avons une hausse de 10 milliards d'euros, ce qui porte notre Ondam à plus de 6% à plus de 7,6% en 2020. Donc, vous voyez qu'on est sur des équilibres complètement transformés à la suite de cette crise. Alors, ce que l'on peut dire de ce PLFSS, compte tenu de cette situation particulièrement dégradée, certains auraient pu craindre, et on craint, puisque nous les avons entendus, auraient pu craindre une politique austéritaire, ce qui ne correspond pas à la politique que nous souhaitons porter. Et nous voyons que nous avons pour 2021 un PLFSS qui est tourné vers l'avenir avec 3 avancées majeures. Un investissement massif dans le système de santé, avec la revalorisation des professionnels de santé et du secteur médico-social, la création de la 5e branche et l'extension du congé paternité. Très rapidement, quelques chiffres de ce PLFSS. Donc en 2021, nous avons 12 milliards et demi, nous aurons 12 milliards et demi d'augmentation de l'assurance maladie, donc qui viendront s'ajouter aux 10 milliards qui ont été faits en 2020, avec un Ondam à 6,%. Et nous allons bien évidemment mettre en œuvre les mesures du Ségur de la santé. Je les rappelle brièvement, 183 € d'augmentation pour les professionnels hospitaliers, plus 35 € pour les soignants. La même chose dans les EHPAD publics et les EHPAD privés associatifs, et 160 € dans les EHPAD privés commerciaux. Donc, ce sont des revalorisations assez inédites. Nous avons, vous l'avez signalé, monsieur, tout à l'heure, dans ce PLFSS, la création de la 5e branche avec une refonte de la gouvernance, une gouvernance portée par la CNSA, une branche qu'on ouvre avec un équilibre en élargissant les périmètres. Et donc, nous aurons une 5e branche qui sera abondée en 2021 de 31,2 milliards avec 80% de l'abondement en ressources propres, ce qui lui confère une certaine autonomie. Et enfin, les droits sociaux ouverts, un congé paternité qui va passer de 11 à 25 jours avec une semaine obligatoire
et une revalorisation de l'allocation de soutien à l'handicap. Donc, voilà les grandes lignes de ce PLFSS. Nous ne perdons pas de vue notre objectif de reconstruire une trajectoire pluriannuelle, parce que c'est vrai que ce déficit de 44,4 milliards d'euros, il devra être corrigé. L'objectif de la sécurité sociale, c'est toujours d'aller vers l'équilibre de ses comptes. Et donc, 2021, on aura probablement un déficit autour de 27 milliards. Et l'idée, c'est d'avoir une maîtrise des dépenses progressives sur les années qui viennent. Sur 2021, on aura une régulation à hauteur de 4 milliards, essentiellement portée sur l'efficience du système santé et sur les axes de pertinence des prises en charge, baisse des prix sur les médicaments et les dispositifs médicaux, pertinence de la qualité des soins en ville, pertinence des arrêts de travail, pertinence des prescriptions de transport et dispositifs de lutte contre la fraude. Voilà ce que l'on peut dire très brièvement de ce PLFSS, et donc vraiment insister sur une mobilisation exceptionnelle, 15 milliards de plus en 2020, des provisions aussi qui ont été faites à hauteur de 4,3 milliards pour 2021, de manière à pouvoir financer des tests, des masques et les vaccins, et noter la contribution des organismes complémentaires en santé pour 2020 à hauteur d'1 milliard et pour 2021 à hauteur de 500 millions d'euros. Voilà quelques mots sur une présentation très succincte et très sommaire de ce PLFSS. Je vais laisser mon collègue Jean-Carl Grelier poursuivre cette présentation. Merci beaucoup, Madame Vidal. Merci beaucoup, Jean-Carl. Eh bien, bonjour à tous et à chacun. Je suis en train de voir sur le petit compteur qui s'affiche sur mon écran que nous sommes 136 connectés. Et je voudrais saluer la performance de l'équipe de Nil, toute ton équipe, Olivier, qui est capable effectivement, dans cette période un peu compliquée, de rassembler autant de monde en visioconférence pour parler du PLFSS de 2021. Je voudrais saluer ma collègue Annie Vidal. Avec Annie, nous co-présidons ensemble la mission d'examen des comptes de la sécurité sociale, qui est chargée de suivre presque au quotidien l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale. Et je veux dire à l'ensemble des participants que nous travaillons en bonne intelligence et en bonne harmonie au sein de cette MEX, même si sur certains sujets, effectivement, nous avons parfois des analyses et des visions divergentes. On est dans une année qui est totalement extraordinaire, au sens, je dirais, pur du terme. C'est une année qui ne permet pas qui ne nous a pas permis d'imaginer le système de santé comme on aurait voulu l'imaginer, qui ne nous a pas permis de le faire fonctionner comme on aurait voulu le faire fonctionner. La crise sanitaire est passée par là, tout a été complexifié et tout va continuer à se complexifier. Et donc, évidemment, le PLFSS pour 2021 n'est pas exactement comme les autres. Et en même temps, c'est peut-être le regret que moi je forme, il n'est pas non plus complètement différent. Annie Vidal l'a dit très justement, on va dépasser les 40 milliards d'euros de dette de la sécurité sociale pour cette année. C'est un déficit qui est extrêmement important et c'est un déficit qui vient contrarier considérablement la trajectoire de retour à l'équilibre qui avait été dessinée et qui fait que normalement, nous aurions pu, en 2023-2024, parvenir à l'équilibre des comptes sociaux. Ce ne sera pas le cas. La loi qui a été votée par le Parlement le 7 août dernier prévoit aujourd'hui un retour à l'équilibre à 2033. Et le gouvernement a admis de manière un peu officieuse, mais malgré tout un peu certaine, qu'on sera peut-être plutôt même sur 2043. C'est dire si ce qui n'aura pas pu être obtenu de l'effort important qui est réalisé sur le plan budgétaire en 2021 ne pourra pas l'être dans les années qui suivent, parce que la dette vertigineuse face à laquelle nous allons nous retrouver va obérer une partie des moyens
pour de très nombreuses années, et notamment des moyens qui auraient pu être alloués à la 5e branche. J'y reviendrai tout à l'heure. J'ai un regret majeur, c'est que le Ségur de la santé, qui était en soi une bonne idée, qui a ouvert sur les questions de santé une concertation extrêmement large et extrêmement vaste, n'a pas offert l'occasion, parce qu'on n'a pas voulu la saisir, parce que le gouvernement ne l'a pas donné à la concertation, l'opportunité de réfléchir à l'avenir du financement de notre système de santé. La commission des comptes de la sécurité sociale, qui a rendu un rapport récemment, produit un chiffre qui est en lui-même la mesure de notre inquiétude. 76% des recettes de l'assurance maladie sont couverts par l'impôt, la CSG, et par les cotisations sociales. C'est dire que dans l'état présent de la situation, 24% des recettes proviennent de la dette. On a donc un système qui est structurellement déficitaire, et l'on voit bien que malgré ce déficit structurel, malgré les moyens importants qui sont consacrés à la santé, on ne parvient pas à faire face à l'ensemble des besoins et à l'ensemble des demandes. Je pense que c'est une occasion manquée pour le gouvernement de n'avoir pas saisi l'opportunité du Ségur de la santé pour essayer d'avoir une réflexion un peu prospective, parce que la question qui mérite d'être posée aujourd'hui, c'est la pérennité du financement de notre système de santé. Quand on a déjà un financement qui ne couvre que 76% des besoins, on sait qu'on est durablement dans une situation complexe, et on est dans une situation qui ne fera que générer de la dette dans les années qui viennent. Et je pense qu'il est urgent que nous réfléchissions tous ensemble, parce que je crois qu'en matière de santé, il n'y a pas de vérité révélée ni d'un côté ni de l'autre de l'échiquier politique, que toutes les énergies soient rassemblées et unifiées pour réfléchir ensemble à ce que doit être notre système de santé dans les 5 ans, dans les 10 ans qui viennent, et comment on est en capacité à le financer autrement que par une dette dont on sait bien que de toute façon il faudra la rembourser, et dont on sait bien qu'elle va une fois encore obérer nos comptes pour plusieurs années. Alors, il y a 2 mesures phares, évidemment, ou 3 mesures phares dans ce PLFSS pour 2021. La première, ce sont les crédits abondants qui ont été alloués notamment à la rémunération des professionnels de santé. Annie Vidal l'a très justement dit tout à l'heure. C'est un effort sans précédent, et cet effort-là, il mérite d'être souligné parce que, d'abord, il est le fruit d'une concertation importante, celle du Ségur de la santé, et puis il est le fait que le gouvernement a reçu et entendu le message de nombreux professionnels de santé. Et dans le même temps, on le voit bien, on l'entend, on le constate dans les hôpitaux aujourd'hui, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à régler la situation hospitalière. Les 183 €, c'est évidemment quelque chose d'important pour les professionnels de santé. C'est pour partie une reconnaissance d'ailleurs que la nation leur consacre, mais ça ne réglera rien. Les syndicats d'infirmiers indiquaient qu'avant la crise, il manquait 7500 postes d'infirmiers dans le secteur public hospitalier. Il en manque 34 000 au 1er septembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une fuite comme rarement on a connu des professionnels infirmiers, notamment de l'hôpital public vers d'autres structures. Et donc, on aura beau là aussi faire tous les efforts que l'on veut pour essayer de réarmer des lits de réanimation pour faire face à la crise sanitaire, il est assez vraisemblable qu'on va buter sur une difficulté majeure qui sera le manque de personnel. Et ça, c'est à mes yeux un problème que le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne règle pas. La rémunération, c'était un point important. Les conditions de travail à l'hôpital, les conditions de l'organisation, du fonctionnement, de la gestion, de l'administration de l'hôpital, la correspondance entre les besoins des équipes médicales et les impératifs qui sont ceux des administrations hospitalières, tout ça n'est pas réglé. Tout ça n'a pas été mis en débat, et tout ça, à mon avis, va continuer à poser des difficultés majeures dans les années qui viennent. C'est un regret que j'ai, même si je me plais aussi à souligner l'effort qui a été réalisé. Deuxième innovation de ce PLFSS, c'est la 5e branche sur l'autonomie et la dépendance. Alors évidemment, elle est importante et elle est symbolique, la création de cette 5e branche. Ce qu'on peut regretter, c'est que dans son organisation, les choses ne soient pas encore très claires,
tout a été renvoyé à un rapport qui est celui de l'inspecteur général des finances, M. Vacher. Et dans ce rapport, l'organisation sous couvert de la CNSA, qui va vraisemblablement priver les départements qui sont des acteurs de territoire et des acteurs majeurs de la gestion de l'autonomie d'une partie de leurs compétences, ne manque pas d'inquiéter sur les territoires. Et puis surtout, à ce jour, et le PLFSS pour 2021 en fait la démonstration, on n'a pas non plus trouvé un financement pérenne à cette cinquième branche, quelque chose qui lui permette de vivre, de se développer et de jouer le rôle pour lequel elle a été conçue, à savoir de consacrer au titre de la solidarité nationale la prise en charge de l'autonomie, de la dépendance et du grand âge. Alors, il y a diverses mesures de financement dans le rapport Vacher qui se traduisent toutes par ou des augmentations de fiscalité ou des augmentations de cotisations. Or, le gouvernement a pris un engagement majeur qui était de n'augmenter ni les cotisations ni les impôts. Donc, quid donc des financements nouveaux, supplémentaires et nécessaires pour cette cinquième branche? Le PLFSS 2021, à mes yeux, ne répond pas à cette question. Donc, on a un principe qui est louable, un principe qui est courageux, puisque cette cinquième branche, on en parlait depuis très, très longtemps et que ce gouvernement l'a mise en place. Sauf que tant qu'elle ne sera pas complètement financée, on n'a pas non plus la certitude qu'elle sera viable dans le temps. Je vous rappelle que l'une des options avait été d'affecter au financement de l'autonomie et du grand âge une part importante de la CRDS, sauf que la CRDS va continuer jusqu'au moins en 2033, peut-être même jusqu'en 2043, à apurer les comptes de l'assurance maladie du fait de l'augmentation massive de la dette. Et tant qu'on n'aura pas là aussi réglé cette difficulté et cette équation budgétaire, on ne s'en sortira pas complètement. Troisième innovation majeure de ce PLFSS, c'est effectivement le congé parental. C'est une mesure qui là aussi est louable. Je pense qu'elle gagnerait à avoir un petit peu plus de souplesse. Et moi, je serais notamment porteur d'amendements qui viseront à proposer que les personnes qui viendraient à ne pas vouloir utiliser ces jours de paternité supplémentaires puissent soit en faire don à leur conjoint, c'est-à-dire en l'occurrence à la maman de l'enfant qui a généré ce droit à congé paternité, soit éventuellement d'en faire droit, comme c'est le cas pour certains congés payés, à d'autres salariés de l'entreprise, de manière à y mettre un peu de souplesse. Il aurait peut-être été préférable que cette augmentation se fasse avec une concertation un peu plus large du monde de l'entreprise, puisque ça va évidemment poser des problèmes d'organisation majeurs. Quand on a un salarié dans une entreprise qui va prendre ses congés payés 5 semaines, qui éventuellement va prendre des RTT et qui en plus pourrait prendre 28 jours de congé paternité, ça va créer des difficultés d'organisation qui vont peser sur les entreprises à un moment où elles sont sous une tension forte. Et puis, je ne voudrais pas que ce congé paternité soit l'arbre qui cache la forêt qui est un peu clairsemée des initiatives prises par le gouvernement depuis 2017 en matière de politique familiale. Mon collègue Gilles Lurton, qui ne siège plus maintenant à l'Assemblée nationale, était attentif tous les ans dans les débats du PLFSS à cette question. Et je pense que là aussi, c'est bien, mais ça ne peut pas être suffisant. On ne fait pas une politique familiale simplement en créant un congé paternité un peu plus long. Et puis, il y a, à mes yeux, deux manquements forts dans ce PLFSS, et j'en terminerai par là. Le premier de ces manquements forts, c'est sur les professionnels libéraux. Il y a un article du PLFSS qui renvoie la négociation conventionnelle avec l'assurance maladie à 2023, et je ne vois pas pourquoi les professionnels libéraux se verraient privés de la reconnaissance de la nation qui doit aussi s'exprimer par une augmentation de leur rémunération, quand tous leurs collègues de l'hospitalisation publique et de l'hospitalisation privée vont eux bénéficier de cette augmentation. Je sais que les syndicats de médecins libéraux notamment sont vent debout contre ce délai manifestement excessif qui renvoie à un autre mandat, qui renvoie un peu au calendrier grec, l'augmentation et la révision des tarifs pratiqués par les libéraux qui n'ont pas été révisés déjà depuis de très nombreuses années. Et puis l'autre manquement, il est à mes yeux extrêmement fort. Il n'y a rien dans le Ségur de la santé. Il n'y avait déjà pas grand-chose dans la loi de transformation du système de santé et il n'y aura rien non plus dans le PLFSS 2021 sur la santé mentale.
Et je trouve que là aussi, c'est une dimension qui n'est pas suffisamment prise en compte. L'augmentation extraordinairement préoccupante et gravissime de la demande de prise en charge en santé mentale depuis notamment la crise Covid pour ces personnes âgées qui se sont trouvées isolées, désocialisées, qui pour certaines d'entre elles ont connu ce qu'on appelle des syndromes de glissement, pour ces adolescents qui se sont trouvés enfermés entre quatre murs et qui ont décompensé au moment du déconfinement. Il y a aujourd'hui une pression extrêmement forte qui pèse sur la prise en charge de la maladie mentale et malheureusement, il y a très peu de moyens supplémentaires qui sont accordés, pour ne pas dire aucun moyen supplémentaire d'accorder à ce secteur. Et je pense que là, on est en capacité tous les soirs à faire à la télévision le bilan sanitaire, le bilan économique, le bilan social de la crise. Je voudrais qu'on fasse aussi le bilan humain et je peur que ce bilan humain, à la fois pour cette année, pour le temps présent, mais aussi pour les mois et les années qui viennent, risque d'être extrêmement lourd, extrêmement dramatique. Je terminerai avec une illustration. Je suis l'élu d'un département qui n'est pas complètement un territoire désertique, la Sarthe, 560 000 habitants. Il n'y a pas aujourd'hui à disposition d'un adolescent qui viendrait à faire une tentative de suicide ou qui viendrait à rentrer dans un syndrome dépressif. Il n'y a pas de consultation en pédopsychiatrie disponible. Ça veut dire que le jeune qui aujourd'hui fait une tentative de suicide est admis aux urgences de l'hôpital du Mans, est physiquement remis sur pied et remis ensuite à sa famille avec la préconisation d'une consultation qui ne sera pas possible avant au moins 9 mois auprès d'un professionnel libéral et consultation qui est totalement impossible auprès de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe qui ne dispose ni des praticiens ni des lits nécessaires et suffisants pour prendre en charge. Je trouve que là, il y a une dimension humaine qui est un corollaire évident de la crise sanitaire que l'on vient de vivre, qui n'est pas prise en compte. La maladie mentale est depuis des années le parent pauvre de notre système de santé. Elle est très souvent passée sous silence. Je pense que la maladie mentale est dans l'esprit de beaucoup aujourd'hui encore quelque chose d'un peu honteux, dont on hésite à parler, que l'on hésite à mettre en avant. C'est malgré tout une réalité qui est évaluée à 12,5 millions de Français qui, à un titre ou à un autre, seraient concernés par la maladie mentale. Et c'est pour l'ensemble du système de santé et l'ensemble de ses sources de financement une charge de près de 109 milliards d'euros à l'année. C'est donc tout sauf anecdotique. Et je regrette très fortement, et j'aurai l'occasion de le dire à Olivier Véran, je regrette très fortement que cette dimension-là ne soit pas prise en compte dans le PLFSS. Voilà, je vais essayer de ne pas être plus bavard que ça et de laisser la parole aux quelques 155 invités qui sont maintenant sur mon compteur. Merci beaucoup, Jean-Carl. Merci pour les remerciements pour mon équipe. Je sais que ça leur fait très plaisir et ce soutien est toujours bienvenu. Madame Vidal, est-ce que vous voulez répondre à Jean-Carl sur un certain nombre de points d'interpellation? Et puis, alors j'aimerais bien, si c'est possible, deux choses. C'est que vous coupiez les micros, bien entendu, pas nos intervenants, mais que vous coupiez les micros parce qu'il y a des bruits parasites. Et la deuxième chose, si c'est possible, c'est que vous activiez vos petites mains jaunes pour poser les questions, puisqu'on va rentrer après la prise de parole de Madame Vidal sur la période des questions-réponses. Voilà. Madame Vidal. Oui, merci. Quelques réponses. Alors, sur la politique familiale, je note que mon collègue nous reproche de ne pas conduire une politique globale. Il est vrai qu'il y a 2 ans, nous avions prévu de mettre en place cette politique globale. C'était M. Lurton et Guillaume Chiche qui étaient porteurs du sujet. Il n'y a pas eu je regrette, mais il n'y a pas eu de terrain d'entente sur ce sujet d'une politique familiale globale et chaque PLFSS porte des mesures de politique familiale qui sont chacune en elle-même une avancée dans le domaine malgré tout. Sur les questions de l'absence de mesures sur la santé mentale, je le rejoins complètement. C'est vrai
qu'il y a un manque criant de ce côté-là, et cela depuis de nombreuses années. L'an dernier, dans le PLFSS, il y a eu beaucoup de mesures pour la psychiatrie, et nous aurons l'occasion d'en rediscuter, chers collègues, mais il me semble que dans le cadre de nos évaluations permanentes, puisque pour mémoire, nous avons restructuré le fonctionnement de notre MEX, qui précédemment ne conduisait que des évaluations dites structurantes, c'est-à-dire sur un thème large, sur un temps long, et qui demandait un investissement en temps assez long. Et nous avons ajouté à ces évaluations structurantes des évaluations que nous appelons en continu, que nous faisons dans le cadre du printemps social de l'évaluation, qui consiste à analyser chaque article d'une loi de finances et de voir quelle est sa déclinaison pratique, et de voir aussi la déclinaison avec nos autorités administratives. Et donc, je pense qu'il serait particulièrement intéressant de regarder ce que les mesures prises dans le domaine de la psychiatrie ont généré sur le terrain, sur notre prochaine évaluation, puisqu'il faut quand même attendre 12 à 15 mois pour pouvoir mesurer des résultats. Mais voilà, effectivement, la prise en compte de la santé mentale, elle est assez limitée, et cela depuis longtemps. Et je pense qu'effectivement, c'est un sujet qu'il faudrait travailler. Juste sur ce sujet aussi, et en lien avec les personnes âgées qui ont été, pendant la période de confinement, isolées, et pour lesquelles on a remarqué des phénomènes de glissement, certaines ARS ont donné comme consigne d'appliquer la contention physique ou chimique. Et j'ai regretté à ce moment de voir que toutes les mesures qui concernent, alors la contention physique ou chimique est déjà quelque chose d'assez difficile, et toutes les mesures de contention physique et chimique ont été prises en lien avec des pathologies psychiatriques, et les appliquer sur des personnes âgées dépendantes en situation de crise sanitaire me semble pas une très très bonne mesure. Là encore, ça fait partie des sujets qui doivent être retravaillés, et on doit appliquer, si on doit appliquer ces mesures, il faut établir les doctrines en fonction du profil de la personne qui subit ces mesures de contention. Voilà sur les questions de santé mentale. Je vais proposer de redonner la parole à la salle pour pas que ce soit une discussion entre nous deux. Nous aurons, je pense, la semaine prochaine et la semaine suivante, largement l'occasion de refaire ces débats en séance. Oui, j'imagine bien. Alors, on va passer à la séance des questions. Que ceux qui veulent poser une question n'hésitent pas à allumer leur petit jaune. Vous l'avez en haut de votre écran, sur votre barre de menu. Vous avez une petite main, vous cliquez dessus, elle devient jaune, et moi, je peux vous passer la parole. Moi, j'avais une question, parce que là, j'ai pour le moment pas grand monde qui veuille se lancer. Alors, pour lancer le débat, j'en ai une, c'est... On a parlé quand même de crise par rapport au Covid. La prévention est quelque chose qui est au cœur maintenant de la politique, on va dire, quotidienne du système de santé. On a quand même l'impression qu'il y a un manque sur le plan de cette prévention. Et c'est un constat d'ailleurs qu'on avait fait avec le club PLFSS. Et on a l'intention d'ailleurs, si vous en êtes d'accord, de vous adresser un amendement pour voir comment on peut introduire un peu plus de prévention dans ce PLFSS, parce que ça nous semble important. Qu'est-ce que vous pouvez dire, en particulier Madame Vidal, sur le fait qu'en fin de compte, la prévention semble un peu le parent pauvre de cette loi? Les actions de prévention, elles existent, mais elles sont très disparates, et aujourd'hui, elles sont intégrées dans différentes mesures. Une de nos difficultés, c'est de donner une visibilité claire, mais aussi une prévisibilité à toutes ces actions de prévention. Alors, il y a des plans de prévention pour nombre
sujet, mais qui sont faits au décours d'une autre prise en charge et qui sont assez invisibles. Quand on les cible, je pense par exemple à la prévention, à la lutte contre le tabac, quand on les cible et qu'on les annonce, on le voit qu'elles donnent des résultats. La prévention en matière de tabac a donné des résultats assez intéressants. Par ailleurs, il y a un autre type de prévention qui me semble intéressant et on l'amorce dans ce PLFSS, c'est celui de la prise en charge des pathologies chroniques. La pathologie chronique, elle nécessite un suivi renforcé pour éviter un état d'aggravation chez les personnes qui sont en pathologie chronique. Et je crois que le fait de vouloir modifier le mode de financement et de vouloir établir, de sortir du tout T2A, et notamment pour les pathologies chroniques, et de vouloir établir, alors encore en expérimentation, des forfaitisations de financement au parcours, me semble extrêmement intéressant en termes de prévention. Cela doit permettre vraiment de prendre en charge un patient, je sais pas, un insuffisant rénal par hasard, par exemple. Je sais que c'est un petit clin d'œil à mon collègue Gilles Lurton qui est très attaché à la prise en charge de l'insuffisance rénale, et il a bien raison, c'est un sujet extrêmement important. D'avoir une prise en charge au parcours permettrait sans aucun doute à certains patients, il y a des coûts, il y a des financements, des avances de frais à faire, à suivre, à avoir une prise en charge plus suivie, à avoir une coordination des professionnels de santé autour d'un parcours qui est facilement connu. Et je pense que ça, c'est une bonne mesure de prévention sur toutes les pathologies chroniques, et c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre depuis quelques PLFSS, et particulièrement sur le PLFSS de cette année. D'accord. Jean-Carl, un commentaire? Oui, moi je crois qu'effectivement la prévention c'est quelque chose d'absolument essentiel, mais c'est aussi quelque chose qui est oublié dans ce PLFSS comme dans tous ceux qui l'ont précédé depuis 25 ans. On a une culture du soin en France, mais on n'a pas une culture et une approche de la santé en règle générale. D'ailleurs, je pense que si on avait une vraie culture de la prévention, on à faire passer l'idée qu'en pleine crise sanitaire, il faut porter un masque, qu'il faut se nettoyer les mains un peu plus souvent, qu'il faut s'accoutumer à des gestes barrières, parce que tout ça, ça pourrait être mieux induit et mieux inscrit. La prévention, c'est tout ce qui concerne aussi l'éducation à la santé. Je pense que créer des modules de prévention, il y en a un premier qui vient de se créer à la faculté de médecine de Brest sur une initiative d'un groupe d'hospitalisation privée. C'est comme ça que ça marche parfois dans ce pays, où il y aura désormais un DU de prévention proposé aux professionnels de santé, médicaux et paramédicaux. Avant cela, il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose en formation. Ça fait des années qu'on ne forme quasiment plus de médecins scolaires, ça fait des années qu'on forme très peu de médecins du travail. La statistique la plus défavorable pour les médecins scolaires dans une de nos académies, c'est un médecin scolaire pour 47 000 élèves. C'est-à-dire que la probabilité de le croiser, ne serait-ce que dans un couloir, sans même parler de consultation, est devenue epsilonesque. Je pense qu'on pourrait élargir aussi l'éducation à la santé vers tous ceux qui prennent en charge les enfants. Je pense aux éducateurs sportifs, par exemple. C'est-à-dire que si on sait que si le message d'éducation à la santé est passé de manière uniforme dans l'enceinte médicale, dans l'enceinte scolaire, dans l'enceinte associative et sportive, à un moment donné, elle produira du résultat. C'est du résultat à long terme. Peut-être d'ailleurs que l'antinomie de la prévention, c'est la règle de l'annualité budgétaire, qui fait qu'on ne peut pas attendre d'une politique de prévention qu'elle produise des résultats sur 12 mois seulement. Et comme on est contraint par cette règle de l'annualité budgétaire qui fait qu'on enferme nos budgets et on enferme notre regard sur la santé en 12 mois et pas au-delà, on a du mal à rentrer dans ce schéma-là. Mais moi, je pense qu'on a effectivement un effort absolument colossal à faire dans ce domaine. On sait que les Français vieillissent, mais qu'ils ne vieillissent pas en bonne santé. On sait que l'espérance de vie en France en bonne santé à 65 ans ne nous classe pas parmi les meilleurs pays de l'Union européenne, et que c'est sans doute parce qu'on n'a pas depuis des années, c'est une fois encore pas propre à ce gouvernement, depuis au moins 25 ans, on n'a pas fait sur la prévention, l'éducation à la santé
et après éventuellement quelques pathologies sur l'éducation thérapeutique, on n'a pas fait, me semble-t-il, les efforts qui sont nécessaires. Je m'en étais une fois entretenu avec un haut fonctionnaire de Bercy qui m'avait dit, tant que vous ne pourrez pas me faire la démonstration mathématique des gains que nous pourrions faire budgétairement par une vraie politique de prévention, on n'y consacrera pas de moyens. Et comme c'est effectivement un exercice très compliqué de faire cette démonstration-là, jusque-là, on est assez peu suivi. Mais effectivement, c'est un chantier énorme, où à mes yeux tout reste à faire et où depuis 25 ans, mais peut-être un peu comme sur la politique familiale, là encore, même si on remonte à d'autres mandats et à d'autres gouvernements, on a souvent pensé en France que faire une campagne très efficace de lutte contre le tabac et revaloriser le prix du paquet de cigarettes, ça valait pour toutes les politiques de prévention et qu'on en était quitte de la prévention en santé. Ça ne peut pas être suffisant. Et puis je terminerai juste par un point qui me tient à cœur. Je pense que le problème de la politique de prévention dans ce pays, c'est qu'elle n'est pas gouvernée. Et que si on avait un organisme, Santé publique France par exemple, qui ait un statut interministériel, qui soit placé auprès du Premier ministre, qui puisse avoir une autorité incontestable et incontestée sur l'ensemble des acteurs publics qui ont à gérer l'éducation à la santé et la prévention, on pourrait peut-être avoir des résultats qui soient un peu plus efficaces. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que ça manque. Enfin, en ce qui concerne les résultats, on a quand même, si on prend la vaccination sur le HPV par exemple, on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, quand les couvertures vaccinales sont bonnes, c'est-à-dire partout sauf en France, on a une régression des lésions cancéreuses et précancéreuses chez toutes les jeunes femmes qui ont été vaccinées. Et pour la justesse du propos, Olivier, il faut souligner le courage qu'a été celui d'Agnès Buzyn quand elle a imposé 11 vaccinations obligatoires. On sait que les réseaux sociaux se sont déchaînés contre elle. Il fallait du cran pour garder la ligne et elle l'a fait. Il faut savoir le dire et le reconnaître à un moment donné. On va faire une série d'ailleurs de cafés qui ne sont peut-être pas des cafés Nil, mais qui seront justement sur les anti-masques, les anti-vax, les rassuristes, les complotistes, parce que je commence à trouver que mais ces gens-là sont quand même extrêmement toxiques et ils sont aidés en plus par un certain nombre de médias. Enfin, c'est une réflexion personnelle, mais on y reviendra. Alors, je pense très sincèrement que si tous les pseudo-experts qu'on nous exhibe à la télévision tous les soirs depuis 6 mois retournaient dans leur service hospitalier et s'occupaient de leurs patients, la gestion de la crise sanitaire gagnerait en sérénité. Une petite remarque aussi sur la prévention. La prévention pour les personnes âgées, c'est vrai qu'en France, la prévention pour la perte d'autonomie n'est pas très, très suivie, mais en même temps, il y a eu beaucoup de centres bien vieillir qui se sont ouverts. La consultation de prévention, elle doit démarrer à partir de 55 ans. Hein, c'est à partir de 55 ans qu'il faut entrer dans une consultation du bien vieillir. Et le constat est que ces consultations ne sont pas si fréquentées que cela. Et donc, je pense aussi qu'il y a culturellement quelque chose qui n'est pas tellement développé chez les Français et qu'il faudrait certainement stimuler. En tout cas, pour le bien vieillir, on voit que les personnes qui avancent en âge ne vont consulter dans une grande majorité que quand des débuts de problèmes se manifestent. Et c'est bien dommage. On n'a pas de culture de prévention. Voilà. Alors, Jean-Yves Lecoq, première question. Puis ensuite, on a Valentin Legrand et Fabienne Mignot. Vous vous présentez, vous dites en quelle qualité vous parlez, et vous pouvez mettre votre caméra pendant le temps de la question. Bonjour Olivier, tu m'entends? Oui, très bien. Donc, bonjour. Donc, je suis Jean-Yves Lecoq, ex-directeur des affaires publiques de GSK, créateur d'une entreprise qui s'appelle Vertical Partners qui fait du conseil en communication de crise. Je vous remercie infiniment, madame, monsieur le député, et Olivier et ton équipe pour la clarté de ce débat qui est remarquable et très, très contributeur. Et puis, je suis ceux qui se réjouissent, bien sûr, du PLFSS 2021 dans la façon dont vous l'avez construit. On était quelques-uns à craindre beaucoup de tensions et on a une forme d'ambition dans ce PLFSS. Maintenant, monsieur Grelier, vous avez clairement fait état que, de par la structure de financement de la sécurité sociale composée de 25% de dettes, des enjeux de financement de l'hôpital qui ne sont pas encore réglés,
ce qui était fait en 2021 ne pourra pas être reconduit en 2022, 2023, l'année suivante. Et j'aimerais entendre de votre part, Madame, Monsieur, une vision un peu prospective. Ça ne peut pas être reconduit. Quels seront les grands arbitrages, et un peu tôt pour le dire, en tout cas les grandes tendances. Et puis que vous évoquiez cet enjeu un peu serpent de mer du PLFSS pluriannuel, qui serait une façon peut-être, en tout cas, de réguler le flux de la dépense publique pour financer la sécurité sociale. Voilà mes questions. Madame Vidal? Oui, le sujet du financement pluriannuel revient très régulièrement. Il présente effectivement un intérêt de prévisibilité éminent. Moi, ce qui me soucie sur les prévisions, et on le voit combien c'est difficile, nous ne sommes pas, en tout cas dans le fonctionnement actuel, dans un budget dédié. Nous avons des recettes qui sont complètement liées au fonctionnement de notre pays, que ce soit les recettes sociales, les charges et la TVA. Donc, c'est complètement lié à l'activité économique du pays. Et par ailleurs, nous avons non pas un budget de dépenses, mais nous avons un objectif de dépenses. Et donc, cet objectif de dépenses, et on l'a bien vu en 2020, nous étions dans la situation d'un équilibre des comptes sociaux qui se profilait, et la crise sanitaire a complètement bouleversé ces perspectives et nous a conduit dans la situation déficitaire dans laquelle nous sommes en 2020 et pour les années à venir. Alors, il est vrai qu'on peut toujours dresser des perspectives sur 3 ans, mais on a déjà une trajectoire à 3 ans qui est balayée dans le PLFSS. Certains prônent une loi de programmation pluriannuelle. Moi, je reste sceptique. Je ne voudrais pas qu'on enferme dans une loi de programmation pluriannuelle un budget de dépenses accordées à la sécurité sociale. Je suis très attachée à ce que ce soit des objectifs de dépenses et des ouvertures de droits qui, effectivement, en fonction de la situation, font qu'il va y avoir une variabilité sur ce qui est prévu en loi de finances. Pour autant, le financement de la sécurité sociale peut-être être assis sur des recettes qui soient moins variables en fonction de la situation. Donc, il y a, comme le disait mon collègue Jean-Carl Grelier, une réflexion à mener sur les modes de financement de la sécurité sociale. Pour ce qui est d'engager ce style de loi de programmation pluriannuelle, ça demande beaucoup d'encadrement et beaucoup de vigilance pour que ce ne soit pas un budget fermé. Et ce qui serait ma crainte en l'état actuel des choses. Quelques mots, je peux? Oui, vas-y. En réponse à... Vous posez, monsieur, une vraie question, c'est celle de la pérennisation du financement de notre système de santé. Avoir une loi pluriannuelle en santé, si on n'a pas réfléchi à ce que sont les sources de financement du système de santé, ne suffira pas. Quand je vous disais tout à l'heure qu'à ce jour, les recettes de santé les dépenses de santé sont couvertes à 76% par les recettes. C'est-à-dire qu'il y a un quart du système qu'on ne sait pas financer. Alors, soit on reste dans la logique qui est celle du ministère de la Santé depuis 25 ans, qui va nous expliquer qu'en fait, il faudrait réduire d'un quart les dépenses pour qu'à un moment donné, les cotisations et les impôts couvrent la dépense, ce qui évidemment est totalement impossible et inimaginable aujourd'hui. En tout cas, on a essayé depuis 25 ans, puis on s'est aperçu que ça ne marchait pas, que d'abord on ne rétablissait pas l'équilibre et qu'ensuite on ne parvenait pas au résultat. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un pays où on a cru, fut une époque, qu'il fallait réduire le numerus clausus, parce qu'en diminuant le nombre de médecins, on réduirait les dépenses de la Sécu. En fait, aujourd'hui, on n'a plus de médecins, mais on a toujours le trou de la Sécu. Donc, la solution n'était pas la bonne. Donc, il faut engager cette réflexion. Moi, j'ai fait 2 propositions.
qui sont 2 textes que j'ai déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, ce sont les propositions de loi d'un député de l'opposition. Donc, en général, ça dure ce que durent les roses, c'est-à-dire le temps d'un printemps ou le temps d'un automne, mais pas davantage. J'ai fait une première proposition de loi organique où je vise à sortir la santé du PLFSS et à réintégrer la santé dans le budget de l'État. Et pour une durée maximum de 5 années. Parce que pendant ces 5 années, on pourrait faire ce qu'on a été en capacité à faire pour la défense nationale, ce qu'on a fait pour l'éducation nationale, ce qu'on a fait pour la justice, c'est-à-dire de solliciter le concours des autres politiques publiques pour remettre le système de santé à flot. Et tout ça est accompagné d'un 2e texte qui est une loi de programmation en santé, désolé ma chère Annie, mais qui doit permettre là aussi de se donner 5 ans pour remettre le système à flot dans son ensemble, de la prévention à la formation des professionnels de santé, à l'hospitalisation, à la gestion, à l'organisation territoriale de la santé. L'idée, c'est d'avoir une vision, au moins à moyen terme, de ce que l'on veut pour notre système de santé et de se donner les moyens de financement. Et pendant cette période de 5 ans, on pourrait aussi solliciter, parce qu'on a vu dans la gestion de la crise sanitaire qu'elles y étaient prêtes, on pourrait solliciter les collectivités locales. Pourquoi ne pas imaginer qu'aux côtés du contrat de plan État-région qui est signé tous les 5 ans entre les régions et l'État, qui vise à créer des infrastructures de transport notamment, on n'ait pas un volet, alors ça va se mettre en place gentiment dès le 1er janvier prochain, mais il serait grand temps qu'on s'y mette, un volet de programmation des investissements en santé qui pourraient être cofinancés par les régions et par l'État. Pourquoi ne pas investir les départements dans le même ordre d'idées sur le secteur médico-social? Une fois encore, l'idée, c'est aussi à terme de trouver d'autres sources de financement. Je pense qu'on ne fera pas l'économie un jour de remettre sur la table. Alors, moi, je n'ai pas là-dessus de religion faite, mais peut-être la TVA sociale, peut-être d'autres sources de financement, peut-être une réforme qui passera aussi par un regard nouveau et différent porté sur la fiscalité. Aujourd'hui, on taxe le travail, aujourd'hui, on taxe le capital, mais aujourd'hui, on ne taxe pas toutes les transactions financières effectuées sur Internet, par exemple. Vous avez un professeur français qui exerce en Suisse actuellement, qui est le professeur Chenet, qui a conduit une réflexion. Je ne suis pas économiste, je ne saurais pas dire si elle est parfaitement pertinente. Enfin, elle indique quand même que si demain, sur toutes les transactions financières effectuées sur Internet, on prélevait 0,25%, ce qui reste très acceptable même quand on achète un bouquin sur Amazon, eh bien, on générerait 585 milliards de recettes en France chaque année, c'est-à-dire plus que tous les impôts cumulés et toutes les taxes cumulées. Alors, peut-être qu'il n'est même pas nécessaire d'aller jusque-là, mais qu'il y a peut-être une source de financement supplémentaire qui pourrait être explorée. Moi, ce que je condamne, c'est que depuis des lustres, on s'interdit d'y réfléchir, on s'interdit d'y penser. Or, on est de plus en plus au pied du mur si on n'est pas carrément dans le mur. Et donc, à un moment donné, cette réflexion-là, il faudra bien qu'on l'ait. Les 25% qui manquent pour financer notre système de santé, il faudra bien qu'à un moment donné, on les trouve quelque part, parce que les Français ne feront pas 25% d'économies sur leurs dépenses de santé dans les années qui viennent. Je précise que sur ma proposition de loi organique visant à ajourner les ordonnances Juppé, je suis menacé d'excommunication par ma famille politique, mais vous voyez à peu près à ma tête l'effet que ça me fait. Alors, on passe aux questions suivantes. On fait des questions courtes et des réponses courtes parce qu'on a pas mal de questions. Et j'aimerais bien qu'on puisse toutes les traiter. Et leur avance. Alors, j'ai un train à prendre, donc je devrais vous quitter à 10 heures, hein, vraiment. De toute façon, on respecte 10 heures, on respectera parfaitement, à la minute près. Très bien. Merci beaucoup. C'est une règle au niveau du caféier. Valentin Legrand. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Donc, je me présente, Valentin Legrand, pour l'Association nationale des étudiants en pharmacie et coordinateur de la contribution grand âge des étudiants en santé. Donc, merci beaucoup aux intervenants pour vos interventions et au Café Nil pour ce matin l'événement. J'ai 2 questions assez précises sur l'article 16 du plan de financement qui donc parle du grand âge et de l'autonomie, notamment sur la création des services numériques permettant de faciliter
les démarches administratives et le suivi personnalisé du parcours des personnes âgées et des personnes handicapées. Nous nous demandions comment ce service allait être mis en place, alors que nous avions vu, sauf si nous avons mal compris, qu'il y avait un investissement majeur en numérique et en santé dans le secteur hospitalier, mais pas en ville. Ensuite, ma deuxième question, qui est sur le paragraphe suivant du même article, contribuer à la recherche et à l'innovation. Donc ça peut faire écho aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur la prévention. Pourquoi ne pas développer la recherche en fin primaire pour pouvoir améliorer notre politique de prévention, l'optimiser en ayant des indicateurs de ce qui se passe en ville et orienter en fonction de l'impact que l'on mesure de nos moyens de prévention. Merci beaucoup pour vos réponses. Je veux bien donner quelques éléments de réponse. Sur la question de l'investissement numérique, dans le plan de relance, il y a également un plan d'investissement numérique global. Et donc là, on l'a ciblé dans le cadre de l'autonomie sur les établissements hospitaliers et les EHPAD pour faciliter le parcours. Il sera fait un lien avec la ville en y ajoutant les questions de plan de relance. Sur les questions de prévention et de recherche, moi, je suis assez engagée sur les recherches concernant tout ce qui est domotique. C'est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement précieux pour les personnes âgées, notamment dans le cadre du maintien à domicile. On a besoin d'approfondir ces recherches-là. Il y a des prototypes extrêmement intéressants qui sont fabriqués et je pense que le plan de recherche sur cet axe-là est très intéressant pour le maintien à domicile. Et je voulais également en profiter pour vous remercier de votre contribution. J'ai reçu vos représentants à mon bureau à l'Assemblée la semaine dernière et je trouve que vous avez fait un très beau travail de contribution, de réflexion, et c'est particulièrement intéressant de voir des jeunes étudiants qui s'investissent sur ce sujet du grand âge. Donc, je voulais vous remercier de cela. Peut-être mon collègue a aussi des compléments d'information. Oui, un petit complément peut-être sur le numérique en santé. Il ne vous a pas échappé, monsieur, que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué dans ce pays de gérer du numérique en santé. On a le dossier médical partagé qui est en chantier depuis des années, qui a un peu de difficulté à voir le jour. D'ailleurs, vous n'aurez pas manqué de remarquer que les pharmaciens ont été beaucoup plus performants avec le dossier pharmaceutique partagé, qui lui est opérationnel depuis des années. Il ne vous aura pas échappé non plus que Stop Covid n'était pas visiblement téléchargeable sur tous les téléphones, même quand le téléphone est celui du Premier ministre notamment. Plaisanterie mise à part, je pense qu'on a de gros efforts à faire là-dessus et surtout une vraie réflexion à avoir sur ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que si on considère que le numérique, c'est un outil, et la vraie question, c'est que veut-on en faire? Moi, j'ai trop vu et trop entendu de discours sur le numérique où c'était la solution miracle. On avait des problèmes dans les territoires ruraux avec la démographie médicale. Allez, le numérique, c'était parfait. Il y avait des difficultés dans certaines officines à avoir le renouvellement de traitement parce qu'il n'y avait pas de médecin sur le territoire. Le numérique, c'est parfait. Voilà. Mais attention, le numérique, c'est un outil, c'est un très bel outil. C'est un outil qui mérite d'être développé, mais une fois encore, avec derrière une vision sur la santé. Le numérique, notamment, pose la question de ce dialogue particulier qu'il y a entre un professionnel de santé et son patient. Quelle est la place de l'un? Quelle est la place de l'autre? On va connaître le même type de débat que je trouve on ne se pose pas assez avec l'intelligence artificielle. Moi, je veux bien qu'on me dise que demain, l'œil de la machine est plus vigilant que l'œil du radiologue. C'est sans doute très vrai, mais une fois encore, dans ce dialogue entre le patient et le praticien, où on met l'un, où on met l'autre, où on met la machine, on est là sur des débats qui sont aussi des débats éthiques. Et puis, je pense qu'il a été fait beaucoup d'efforts dans le domaine hospitalier. Vous savez, c'est un petit peu
d'ailleurs, ce que l'on voit dans ce PLFSS et ce qu'on a vu dans la gestion de la crise, le monde hospitalier est un peu exclusif de ce qui se fait en ville, et on a parfois un peu tendance à penser que la ville est un substitut un peu accessoire de l'hôpital. Je pense qu'on gagnerait effectivement à avoir une coopération beaucoup plus importante, beaucoup plus efficace. Dans la loi de programmation en santé que j'évoquais tout à l'heure, je propose notamment que la médecine de ville soit partie prenante de la définition des projets de santé des GHT. Pas dans la gouvernance des GHT, on va laisser l'hôpital s'organiser et se gérer tout seul, mais que quand on définit un projet de santé sur un territoire, l'hôpital public le fasse tout seul, sans s'adresser aux médecins libéraux qui souvent sont les prescripteurs de l'hospitalisation, eh bien je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Et puis un dernier point qui est à mes yeux un sujet extrêmement sensible, c'est celui des données à la ville notamment. Je pense que l'ordinateur du médecin généraliste qui est posé sur le coin de son bureau, qui n'a plus d'antivirus depuis belle lurette parce que le médecin a autre chose à faire que d'en recommander un, c'est sans doute ce qui nous expose le plus en termes de risque de diffusion de données de santé aujourd'hui. Alors, je vais passer tout de suite la parole à François Lescure, puisqu'on est dans le domaine de la e-santé. Fabienne Mignot, je vous prie de m'excuser. On reviendra avec votre question après, mais on va garder une cohérence dans le débat. François ? Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Alors, je parle aujourd'hui au nom des entreprises de télémédecine. J'avais peut-être deux questions. La première question, notamment sur cette partie prévention dont tout le monde parle. Et moi, je crois vraiment sérieusement que si on veut vraiment faire de la prévention, il faut réformer aussi la façon dont on enseigne la médecine actuelle et la façon dont on éduque aussi les patients ou les non-patients, puisque si on parle de prévention, c'est qu'on est non-patient juste avant d'être malade. Donc, il y a ce premier point. Et le deuxième point, l'ensemble le groupement que je représente, qui s'appelle les entreprises de télémédecine, on a avec nous des plateformes de médecins. Et ce que je trouve absolument vraiment dommageable pour l'ensemble de la prise en charge des patients en France, c'est que ces plateformes-là ne sont pas considérées dans le parcours de soins, ne sont pas considérées comme des acteurs de santé à part entière, alors qu'on a réalisé une très grosse partie des consultations pendant le Covid. On a joué le jeu, on a été présent 24 sur 24, 7 jours sur 7, et qu'en fait, aujourd'hui, la sécurité sociale continue de nous isoler dans un paysage de santé dans lequel on pourrait tout à fait être présent. Donc, c'est aussi le combat qu'on a sur la reconnaissance des plateformes dans ce schéma. On n'est pas du tout exclusif et je pense que vous l'avez dit, Monsieur Grelier, le digital est un outil, mais derrière, vous avez quand même des médecins qui font le travail. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Moi, je partage votre sentiment d'exclusion de la part de la sécurité sociale. Mon sentiment à moi repose sur un exemple tout à fait concret. J'ai dans ma circonscription une petite ville qui s'appelle Tuffet, où, comme partout en France, il y a des problèmes de démographie médicale. Et quand on s'est adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe pour réfléchir à un projet de télémédecine avec les acteurs de santé de la commune, eh bien, on nous a répondu qu'il fallait absolument éviter toutes les plateformes et que l'assurance maladie ne financerait les équipements et une partie du matériel qu'à la condition que ce soit un médecin généraliste de la Sarthe, volontaire, inscrit sur une liste de volontaires, qui soit de l'autre côté de la caméra, que tous les autres systèmes et toutes les autres organisations qui pouvaient être proposées étaient à proscrire. Donc je pense que si on en est là dans la réflexion des caisses primaires d'assurance maladie, on a effectivement beaucoup de chemin encore à parcourir pour que la télémédecine devienne un réflexe naturel. Et quand je disais tout à l'heure que le numérique était un outil, je ne négligeais pas évidemment la qualité de ceux qui se trouvent de temps à autre derrière la caméra. Alors c'est vrai que sur les questions, sur les consultations de télémédecine,
on a encore des marges de progrès évidentes. Vous le dites, monsieur, et tu le dis, Jean-Carl. Moi, ce que je note, je voudrais quand même avoir un regard positif sur les consultations de télémédecine. C'est quelque chose qui a peiné depuis des années à s'enclencher. La crise sanitaire a permis une amélioration, un bond de la téléconsultation qu'on attendait depuis longtemps. Et ça, c'est une bonne chose. Dans notre PLFSS, on reconduit la mesure de prise en charge à 100% des consultations de télémédecine. C'est aussi une bonne chose. Reste qu'aujourd'hui, sur ces plateformes, il y a encore des freins à lever, il y a encore des résistances. Et c'est vrai que pour le moment, la CPAM reste assez attachée à de la téléconsultation, si j'ose dire, entre deux médecins identifiés sur un territoire donné, et que la question des plateformes pose encore un certain nombre de limites, mais nous sommes dans une dynamique très évolutive sur la téléconsultation et nous aurons bien sûr l'occasion de reparler de ces questions de reconnaissance de plateforme, mais j'entends tout à fait ce que vous dites, monsieur. Alors, il nous reste 5 questions identifiées. Donc, questions courtes, réponses courtes également. Je voudrais bien qu'on les pose toutes les 5, parce qu'à mon avis, elles balayent des champs qui sont totalement différents. Fabienne Mignot. Bonjour, moi je suis professionnelle de santé, enfin j'étais il y a longtemps et puis je dirigeais un établissement médico-social, c'est 30 ans dans l'intérieur du système et je travaille aujourd'hui pour la plus ancienne mutuelle de professionnels de santé qui existe en France et on essaye de valoriser la prévention et aussi de former et d'informer les professionnels de santé pour leur patientèle mais aussi pour eux-mêmes sur ce sujet-là. Donc ma question suggestion aussi concerne l'activité physique. En fait, vous disiez tout à l'heure qu'on avait peu d'éléments médico-économiques sur les éléments de preuve de l'intérêt de la prévention. Dans le domaine de l'activité physique, on en a beaucoup, et notamment sur un des chiffres, c'est qu'on a un effet équivalent de l'activité physique dans les dépressions moyennes que sur les antidépresseurs. Donc, comment prendre en compte ces études qui existent dans les projets, les lois, les organisations, en transversalité aussi. La mutuelle on fait partie de ces acteurs à côté qui peuvent être des contributeurs particulièrement pertinents et avec des moyens pour le système et l'organisation de santé tel qu'il existe en France. Un mot de réponse ou... Donc peut-être prendre les 5 questions et répondre. Oui, hein, tout à fait. Parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse balayer les 5 questions. voilà. Alexandra. Oui. Bonjour, je suis Alexandra Duvauchel, déléguée générale de la Fédération des prestataires de santé à domicile. Moi, c'est pas une, mais 2 questions. La première est en lien peut-être avec à la fois ce que vous disiez hein, sur le Ségur d'un PLFSS qui est peut-être un peu aussi hospitalo-centré, et les investissements sont bien évidemment importants et nécessaires. Toutefois, on constate que sur la ville, et notamment sur les dispositifs médicaux de ville, des baisses tarifaires sont encore envisagées, alors même que la contribution de la ville dans cette crise sanitaire a été considérable, et elle l'est encore, vous le savez, on n'est pas sorti. On s'interroge vivement sur à la fois effectivement le maintien d'enveloppes d'économies envisagées sur des baisses tarifaires, à la fois sur le montant qui est exorbitant, mais aussi sur l'outil de régulation. Ça fait plusieurs années qu'on vous interpelle sur la nécessité de changer de paradigme. Et oui, je fais court, d'introduire de nouveaux modes de régulation. Pourquoi ne pas profiter de ce PLFSS pour justement impulser cette dynamique de modification et cesser ces baisses tarifaires? Ça, c'est la première question. La seconde, elle traite plus spécifiquement de notre secteur des prestataires de santé à domicile, puisqu'une disposition a été introduite.
C'est une disposition qui va dans le bon sens. Quant à nous, nous la soutenons parce que nous considérons que c'est un premier pas vers une véritable reconnaissance du secteur et des prestataires de santé à domicile comme acteurs de santé à part entière, ce qui ne sont pas véritablement aujourd'hui et très introduits dans le système. Toutefois, les délais introduits pour le respect de cette disposition sont excessivement courts. Est-ce que vous envisagez de les allonger, parce qu'effectivement, laisser à un secteur de plus de 2500 entreprises le soin de mettre en place une certification qui conditionne le remboursement nous semble totalement irréaliste. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous vous avions invité à reporter cette date à 2024, comme le préconisait d'ailleurs le rapport IGAS. Je vous remercie. Laurence Hundrener, Laurence. Oui, merci à tous les deux. Bonjour, je suis Laurence Hundrener, je suis directrice de l'accès au marché de Bluebird Bio, qui est dédiée à la thérapie génique. Vous avez abordé tous les deux points importants pour moi, la non-pluriannualité du budget de l'assurance maladie et la taille de la dette. Et donc, partant de ces 2 points, j'aurais 2 questions. La première, pensez-vous qu'il y ait encore une prise de position favorable à l'innovation médicamenteuse, c'est-à-dire une augmentation de l'enveloppe du médicament en rapport avec le niveau d'innovation qui arrive? Et seriez-vous ouvert à la création d'une possibilité pour les établissements de pouvoir étaler le paiement des médicaments, puisque vous savez que dans le cadre de la thérapie génique, l'investissement ou le coût supporté dans le système actuel se concentrerait sur le jour de l'administration, alors même que les effets attendus sont à très long terme. Merci Laurence. Merci. Cécile Vaquet. Ah, Cécile, on t'entend mal. On t'entend très mal. Cécile? Je pense qu'on n'arrivera pas à avoir. Ce que je propose, c'est que. Oui, alors, je pose la question sur le site. Alors, sur. Parce que là, on a vraiment un problème de réseau. On peut peut-être commencer à répondre le temps que Cécile. Madame Vidal. Oui, c'est Madame Mignot qui aborde les effets très positifs de l'activité physique. Effectivement, en termes de prévention, tout ce qui est mobilité, activité physique est extrêmement important. Et moi, nous avons un collègue, Monsieur Belkir Belada, qui a fait un rapport sur le sport santé, qui est très intéressant. Et l'impact sur notamment la santé psychique de la personne est extrêmement important. Et en termes de prévention et de prévention de la perte de capacité chez les personnes qui avancent en âge, toutes ces activités sport-santé sont extrêmement intéressantes. Ça ne figure pas, puisqu'on est sur des questions de PLFSS, ça ne figure pas directement sur les mesures PLFSS, mais en fait, ça rentre quand même dans nos mesures de prévention. Et nous avons, sur le PLF précédent, validé la prescription, l'ordonnance de sport santé, et c'est quand même une avancée intéressante. Pour ce qui est de la régulation sur les dispositifs médicaux, effectivement, on demande un effort aux industriels sur la production des dispositifs médicaux. C'est un effort à hauteur de 100 millions pour les dispositifs médicaux. Nous entrons alors un effort sur 2 axes, à la fois des industriels sur le prix du produit lui-même, et à la fois sur la pertinence de la prescription. Nous savons que nous avons des surprescriptions dans tous les domaines qui vont, selon les produits, de 20 à 30%. Et l'axe sur la pertinence de la prescription est un axe intéressant à développer dans le cadre de la régulation. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait
pour retourner vers un équilibre des comptes sociaux à échéance d'au moins 10 ans, un plan de régulation. Pour cette année, l'année 2020, on a une régulation à hauteur de 4 milliards. Et j'entends ce que vous dites, Madame Duvauchel, mais il y a des marges de manœuvre sur ces dispositifs qu'il nous faut explorer dans le PLFSS. Sur l'augmentation de l'enveloppe de médicaments, et notamment, vous parlez des médicaments, des molécules onéreuses. Les molécules onéreuses ne sont pas dans les enveloppes qui sont soumises à régulation. Dans les enveloppes qui sont soumises à régulation, on parle plutôt des médicaments de consommation courante. Et enfin, sur la question de l'étalement du paiement des médicaments, moi personnellement, dès lors que c'est conventionné, j'y suis pas du tout opposée, bien au contraire. Voilà, je pense avoir brièvement répondu à toutes les questions. Ouais, deux petites interventions rapides dans le même esprit pour répondre aux différentes questions. Je vais un peu globaliser le tout sur l'exercice physique, évidemment. Évidemment qu'on aurait intérêt à s'y engager, même si j'ai un point commun avec Olivier Mariotte, c'est qu'en matière d'exercice physique, on est croyant mais pas pratiquant. Mais pour le reste, je pense qu'on aurait tout intérêt dans le DMP à créer un espace prévention, éducation à la santé qui permettrait à un moment donné de suivre toutes les pratiques sportives qui ont pu être faites par un enfant, un adolescent, un jeune adulte, et l'accompagnement de tout cela. Il y a un travail formidable qui est fait en marge du système de santé par le monde associatif en matière d'éducation à la santé via le sport notamment, et tout ça ne figure nulle part, n'est pas pris en compte. Je trouve que l'idée d'inclure d'abord ces acteurs du monde du sport dans une démarche d'éducation à la santé et de prévention en santé serait intéressante, et d'autre part de pouvoir condenser dans un volet prévention du DMP tout ce qui a été fait tout au long de la vie d'un patient serait un éclairage certainement très intéressant, notamment quand on arrive au soir de la vie. Et puis je vais globaliser tout ce qui est baisse de tarifs et innovation thérapeutique et médicamenteuse pour redire que là aussi on a une vraie révolution culturelle à faire. Ça fait des années qu'on est persuadé qu'en imposant au monde du médicament 1 milliard d'euros d'économies par an, qu'en imposant au monde du dispositif médical des économies très substantielles aussi, on va mieux réguler les prix. En fait, on n'a pas vu que plus on imposait de contraintes à la fois financières, mais aussi administratives à un certain nombre de laboratoires, plus on favorisait leur départ en Asie du Sud-Est, dans des endroits où on produit pour moins cher et où dans des pays comme l'Allemagne par exemple, où on vend moins cher et où on favorise davantage l'innovation thérapeutique avec des délais administratifs qui sont beaucoup plus courts. Alors, les laboratoires ne sont pas des entreprises philanthropiques, là-dessus on est tous d'accord. Qu'il y ait besoin de régulation, c'est sans doute nécessaire, mais il n'y a pas un secteur de l'économie à qui on a imposé de telles économies de manière aussi durable. C'est d'ailleurs totalement antinomique avec les engagements qui avaient été ceux et du président de la République et du Premier ministre à l'occasion du CSIS en 2018, où une revalorisation progressive et une croissance de 0,5 points tous les ans avait été validée. Elle n'a pas été intégralement respectée parce qu'en fait, on a un objectif et puis la pratique qui est celle notamment du CEPS est parfois extrêmement variable et donc on arrive parfois avec des économies qui sont encore un peu plus importantes. Alors je note quand même, parce qu'il faut toujours regarder le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, que cette année dans le PLFSS, ce n'est pas 1 milliard d'euros d'économies qui est demandé à la filière du médicament, c'est 600 millions seulement. C'est toujours des économies, mais comme disent les enfants, c'est moins pire que les années précédentes. Et même chose pour le dispositif médical où c'est 100 000 euros. Donc, mais je voudrais que chacun entende bien qu'on ne peut pas parler efficacement de souveraineté d'approvisionnement en matière de médicaments si à un moment donné, on ne remet pas sur la table les économies qu'on impose et les prix qu'on impose à l'ensemble de la filière du médicament. Je vous disais dans le CSIS, 0,5% de croissance sur les médicaments et les dispositifs médicaux. C'était 0,5% de croissance en France, quand on est à 6% de croissance en Allemagne et 9% de croissance en Grande-Bretagne. Donc vous voyez que quelque part, comparaison n'est certes pas raison, mais n'empêche qu'on a un effort particulier à faire. Et cet effort, il est à mes yeux d'abord culturel.
On ne fait jamais pleurer dans les chaumières avec les laboratoires pharmaceutiques, c'est une certitude. Par contre, les accuser de tous les maux, tout le temps, et ne faire peser que sur leurs épaules toutes les difficultés d'approvisionnement en médicaments ou en dispositifs médicaux aujourd'hui, c'est notoirement insuffisant. Alors, est-ce que Cécile, est-ce que tu peux reposer ta question, essayer de la reposer? Ça ne marche pas beaucoup mieux. Non, ça marche. Alors, elle est écrite, je vais la lire. La justification de la taxe Covid sur les complémentaires santé réside en partie dans les dépenses prises en charge à 100% par l'AMO, en lieu et place des complémentaires. Le PLFSS prolonge pour 2 ans la prise en charge à 100% de la TCM complémentaire 1, alors que les complémentaires paient normalement le ticket modérateur. N'y a-t-il pas un risque de dévoiement du rôle des assureurs santé, qui est de payer des prestations directement à leurs assurés, qui va finir par considérer de plus en plus à rembourser sous forme de taxes des dépenses avancées par l'AMO? C'est-à-dire que le rôle de super supplétif, en fin de compte, est quelque chose qui est... Moi, j'ai 2 observations rapides à faire là-dessus. La première, je pense qu'on fait une erreur à considérer que les reports d'hospitalisation et d'opérations, notamment, vont générer 1 milliard d'euros d'économies auprès des assureurs complémentaires et qu'on pourrait aller ponctionner sans problème ce 1,5 milliard. Je veux croire, je veux même espérer que les opérations qui ont été déprogrammées seront reprogrammées et qu'à un moment donné, tous les patients qui sont aujourd'hui en attente de prise en charge opératoire pourront bénéficier dans les mois qui viennent. Ça veut dire que l'économie qui aurait éventuellement été réalisée par les complémentaires santé en 2021 risque de se traduire en 2020, risque de se traduire par une hausse assez conséquente en 2021. Et de manière plus générale, je trouve que là aussi, il faudrait qu'on ait tous, mais quand je dis ça, je ne vise évidemment pas ce gouvernement, mais aussi tous ceux qui l'ont précédé, peut-être même tous ceux qui le suivront. Je voudrais qu'on ait là-dessus un dialogue un peu clair. C'est-à-dire que quelle est la place qu'on veut donner aux complémentaires santé dans le financement de notre système de santé? Quand on leur refile 500 millions d'euros au moment du zéro reste à charge, c'est sans doute très intéressant, mais quelque part, c'est une privatisation du financement du système de santé qui ne dit pas son nom. Donc, à un moment donné, là aussi, mettons les choses à plat de manière honnête, en regardant quelle est la part qui revient à la solidarité nationale, quelle est la part qui revient au secteur privé, et arrêtons de jouer sur les 2 tableaux en permanence où, en fonction des disponibilités budgétaires des uns et des autres, eh ben, on va chercher le privé quand ça arrange, et puis on le met à la marge quand finalement on n'en a pas besoin. À un moment donné, tout ça méritera d'être éclairci, parce qu'une fois encore, c'est une privatisation qui ne dit pas son nom, qui se fait à bas bruit du financement de notre système de santé, et c'est une remise en cause des fondamentaux de 45. Si c'est un choix politique, il faut le dire, il faut l'assumer, pourquoi pas, mais on ne peut pas le faire comme ça, sans que les Français ne le sachent, et sans qu'à un moment donné, ce débat ait lieu sur la place publique. 2 mots sur cette question de contribution exceptionnelle des organismes de complémentaire santé. D'une part, nous ne sommes pas allés les ponctionner de manière volontaire et autoritaire. Ce sont les complémentaires santé qui ont souhaité s'engager dans cette solidarité vis-à-vis de la crise. Et donc, nous avons bien évidemment conduit des négociations avec elles pour cet engagement de solidarité. L'engagement qui est le leur aujourd'hui, il est à hauteur d'1,5 milliard, 1 milliard en 2020 et 500 millions d'euros en 2021. Ça correspond à un pourcentage sur des assiettes de cotisation. Et il a été estimé des moindres dépenses pour les mutuelles à hauteur de 2,2 milliards. Moindres dépenses faites et à la fois par des prises en charge à 100% dans le cadre de la Covid, par des non-consommations de soins, puisqu'il y a eu des déprogrammations importantes, des programmations qui seront reprogrammées notamment pour la partie chirurgicale, mais dans le temps, et puis une prise en charge de téléconsultation pour remplacer les consultations physiques, et il faut le dire, dans la gestion des pathologies chroniques, une non-prise en charge qui d'ailleurs aujourd'hui peut être délétère pour un certain nombre de patients. Quoi qu'il en soit, les choses ont été estimées à 2,2 milliards.
moindres dépenses, et donc l'engagement à hauteur de 1,5 milliard comporte aussi dans le PLFSS pour l'article 10, donc qui concerne 2021, une clause de revoyure du pourcentage de 1,3% en fonction des moindres dépenses réellement réalisées. Donc, je pense que c'est à préciser parce que c'est quand même une contribution volontaire qui émane d'une demande de participation à l'effort de solidarité. Alors, j'ai encore une dernière question. C'est une question et c'est un souhait. Il y a une partie dans le PLFSS qui s'appelle simplification administrative. Et cette simplification administrative, elle part en particulier de quelque chose qui est extrêmement important pour le monde des malades. Et je pense qu'il y avait Christian Cotet, qui est le patron de l'AFM, qui était là tout à l'heure. Je pense que tout le monde y est très sensible, en particulier pour favoriser l'accès aux soins. Donc, il y a un article qui est l'article 38 sur l'accès précoce et l'accès compassionnel qui, d'une certaine manière, a un objectif qui est tout à fait louable, qui est celui de simplifier au maximum ces démarches d'accès pour les malades. Sauf que quand on fait une démarche, enfin un article 38 sur lequel il faut 16 pages d'explications pour expliquer qu'on a simplifié le dispositif, j'ai fondamentalement un vrai problème. Et la deuxième chose, c'est que, donc ça prouve que le système est non seulement pas simplifié, mais qu'en plus il s'est complexifié. La deuxième chose, c'est que quand on fait une réunion avec un certain nombre de personnes, justement, qui sont des personnes de qualité, il y avait Marine de Vulder, il y a Marine de Vulder qui est là également, Bernard, j'ai pas vu si Bernard Jeunesse était là, mais on a co-construit le club PLFSS ensemble, on a essayé de comprendre un peu comment ça peut fonctionner. On est incapable, messieurs et mesdames les parlementaires, de comprendre cet article 38 de manière simple, transparente, et de voir quels sont les éléments de lisibilité et de visibilité que ça va donner et aux patients, et aux professionnels de santé, et aux entreprises. Est-ce qu'on pourrait rêver à avoir des articles qui vont dans le bon sens, mais qui soient d'une certaine manière compréhensibles par les acteurs? On peut le souhaiter, mais c'est vrai qu'on est coutumier du fait. D'abord, la loi, en règle générale, le juriste que je suis le sait bien, la loi, en règle générale, est assez peu claire et assez peu lisible. L'année dernière, on avait dans le PLFSS un dispositif de simplification des ATU qui faisait 15 pages aussi, et dont personne n'a été capable, au banc du gouvernement, de nous expliquer les tenants et les aboutissants pendant les débats. Je pense qu'effectivement, oui, on aurait intérêt à être un peu moins technicien. Je note d'ailleurs que toutes les initiatives qui sont prises par les parlementaires, quelle que soit d'ailleurs l'origine des parlementaires sur la question, en général, le texte, quand il émane d'un parlementaire, est un peu plus clair et un peu plus lisible que quand il émane de l'administration de l'État, et que peut-être là aussi, on pourrait laisser un peu plus de place à l'initiative parlementaire. Ça serait aussi une occasion de simplifier les choses. Mais je te rejoins sur le fait qu'effectivement, la promesse de simplification, le choc de simplification, disait un président de la République dans un mandat précédent. Voilà, on a eu, à défaut d'avoir le déclic, on a eu des claques à chaque fois, et ça n'a pas donné les résultats qu'on en attendait. Quel humour. Je vous rejoins aussi tous les deux sur ces questions de simplification. Si on porte la volonté de simplification, force est de constater que les architectures sont telles qu'il est extrêmement complexe, si j'ose dire, de simplifier quelque chose, et que nous avons, à travers le temps et à travers les bancs, cette volonté de simplification, mais nous sommes confrontés à une réelle difficulté pour pouvoir vraiment simplifier les choses, et on ne peut que souhaiter aller vers plus de simplification. Mais peut-être que si un jour, moi aussi je vais mettre un vœu pieux, on faisait de la santé non pas un sujet exclusivement technique, mais un vrai sujet politique, sur lequel on pouvait débattre de manière politique et non pas exclusivement de manière technique, eh bien peut-être qu'on aurait déjà simplifié les débats sur les questions de santé, et que peut-être que chacun, y compris dans l'administration du ministère de la Santé, se croirait obligé d'écrire des choses un peu plus claires et un peu plus transparentes. Mais c'est un vœu pieux. C'est le tien en tout cas, et je le respecte, et je dirais quelques mots de conclusion. Nous avons bien compris
la motivation qui était la tienne sur une volonté à faire se rejoindre le budget de la sécurité sociale au budget général. Et en introduction, tu disais que nous avons quelques désaccords de point de vue. Celui-ci en est un, puisque moi, à titre personnel, je suis très, très attachée à l'indépendance du budget de la sécurité sociale et au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc, ça augure des discussions qui ne manqueront pas d'intérêt, mais qui, je le sais, se feront toujours avec courtoisie et bienveillance. Bon, je note avec plaisir qu'en normande que tu es, tu restes proche d'Édouard Philippe et que tu es plus jupéiste que moi. C'est une conclusion qui t'appartient. Merci. Ouais. Écoutez, en tout cas, vraiment merci. Comme je vous le disais, on respecte les horaires. Et Madame Vidal, comme ça, à 10h, vous êtes libre. Merci encore de votre participation. Ça a été extrêmement riche, extrêmement intéressant. On a beaucoup de messages qui sont des messages de félicitations à votre rencontre sur la franchise des débats. Écoutez, on se retrouvera l'année prochaine pour le prochain PLFSS, j'imagine. Puis entre-temps, de toute façon, on aura l'occasion de se voir. Merci encore à tous. Merci de la participation de tout le monde. Et merci à toi, Olivier. Merci à tes équipes. Merci aux sans cesse courageux qui nous ont suivis jusqu'à 10h. Mais merci à tous et belle journée à tous. À tout à l'heure, Jean-Carl, pour la commission. Merci. Au revoir.